Comment te valoriser en éliminant ces 5 habitudes toxiques? Carl Jung. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message qui m'a bouleversé. Sarah, 34 ans, m'écrivait « Je me sens comme une étrangère dans ma propre famille. Chaque fois que j'essaie d'être moi-même, ils me font sentir que quelque chose ne va pas chez moi. Je commence à croire qu'ils ont raison. Peut-être que je suis vraiment trop sensible, trop intense, trop différente pour ce monde. » Si ces mots résonnent dans ton cœur comme un écho douloureux de ta propre expérience, si tu as déjà ressenti cette solitude profonde, d'être incompris par ceux qui sont censés t'aimer, alors écoute-moi bien. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas le problème. Ce que tu vis, c'est ce que Carl Jung appelait l'éveil de l'âme individuelle. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais te révéler les 5 habitudes toxiques qui t'empêchent de te valoriser authentiquement et comment les transformer en utilisant la psychologie profonde de Carl Jung. Parce que ta différence n'est pas une malédiction, c'est ton plus grand don. Tu sais, quand Carl Jung a écrit « Ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin », il parlait exactement de ce que tu vis en ce moment. Depuis ton enfance, tu as probablement senti que quelque chose en toi ne cadrait pas avec les attentes de ta famille. Peut-être étais-tu l'enfant qui posait trop de questions, qui ressentait trop profondément, qui voyait au-delà des apparences. Et au lieu de célébrer cette sensibilité comme un don spirituel rare, ton entourage a peut-être essayé de te normaliser. Ils t'ont dit que tu étais trop ceci ou pas assez cela. Ils ont projeté leur propre peur sur ta différence. L'histoire de Maya. Laisse-moi te parler de Maya, une femme de 29 ans qui m'a contacté il y a quelques mois. Enfant, Maya était ce qu'on appelle une éponge émotionnelle. Elle ressentait non seulement ses propres émotions, mais aussi celles de tous les membres de sa famille. Quand ses parents se disputaient, elle tombait physiquement malade. Quand sa mère était triste, Maya pleurait sans comprendre pourquoi. Sa famille, ne sachant pas comment gérer cette sensibilité, l'a étiquetée comme l'enfant difficile. Pendant 25 ans, Maya a cru que sa sensibilité était un défaut. Elle a développé ce que Jung appelle des habitudes compensatoires toxiques pour masquer sa vraie nature. Elle s'est rendue malade à essayer de devenir quelqu'un d'autre. Le concept jungien de la blessure archétypale. Carl Jung nous enseigne que certaines âmes viennent sur Terre avec ce qu'il appelle une blessure archétypale, une sensibilité particulière qui les rend différentes du collectif familial. Cette blessure n'est pas un accident, c'est un appel spirituel. Jung écrivait « La blessure est l'endroit où la lumière entre en toi. » Ta famille toxique ne pouvait pas reconnaître ta lumière parce qu'ils n'avaient pas encore trouvé la leur. Ils ont projeté leur ombre, leur propre part non intégrée, sur ta différence. La programmation de l'inconscient collectif familial. Dans chaque famille, existe ce que Jung appelle un inconscient collectif familial. Des patterns, des croyances et des traumas transmis de génération en génération comme un héritage invisible. Quand une âme éveillée naît dans une lignée endormie, elle devient automatiquement le disrupteur du système. Ta sensibilité spirituelle menace l'équilibre toxique de la famille parce qu'elle révèle ce qu'ils préfèrent garder dans l'ombre. C'est pourquoi ils ont peut-être essayé de te convaincre que TU était le problème. Parce que accepter ta lumière signifierait pour eux reconnaître leur propre obscurité.
L'archétype du guérisseur blessé Jung parlait de l'archétype du guérisseur blessé, ces âmes qui viennent guérir non seulement leurs propres blessures, mais aussi celles de leur lignée. Si tu te sens différent, c'est peut-être parce que tu portes cette mission sacrée. Mais pour accomplir cette mission, tu dois d'abord guérir tes propres patterns toxiques. Tu dois reconnaître les 5 habitudes qui t'empêchent de t'épanouir pleinement. Parce que vois-tu, ces habitudes ne sont pas des défauts personnels. Ce sont des mécanismes de survie que ton âme a développés pour naviguer dans un environnement qui ne pouvait pas honorer ta vérité. Mais maintenant, il est temps de les transformer. La première habitude toxique qui sabote ta valorisation, c'est la comparaison compulsive. Et attention, je ne parle pas seulement de se comparer sur les réseaux sociaux. Je parle d'une habitude beaucoup plus profonde et destructrice. Le vrai visage de la comparaison, selon Carl Jung, nous explique que quand nous nous comparons constamment aux autres, nous abandonnons ce qu'il appelle notre processus d'individuation, le chemin unique vers notre vrai self. Il écrivait « L'imitation est un suicide de la personnalité ». Mais pourquoi comparons-nous compulsivement? Parce que dans une famille toxique, notre valeur était conditionnelle. On nous a appris que nous n'étions aimables que si nous étions meilleurs ou moins problématiques que les autres. La blessure de l'enfant comparé. Quand tu étais enfant, tes parents t'ont peut-être comparé à tes frères et sœurs, à tes cousins, aux enfants des voisins. Pourquoi tu ne peux pas être comme ton frère? Regarde comme elle est sage, elle. Cette comparaison constante a créé en toi ce que Jung appelle un complexe d'infériorité compensée. Une blessure profonde qui te pousse à chercher constamment la validation externe à travers la comparaison. L'histoire d'Elisa, de l'obsession à la libération. Elisa était une artiste de 31 ans qui passait 4 heures par jour sur Instagram à se comparer à d'autres créateurs. Elle me disait « Je regarde leurs œuvres et je me dis que je ne serai jamais assez bonne. Alors j'arrête de créer. » Elisa avait développé ce que j'appelle le syndrome de l'artiste fantôme. Elle était si obsédée par la comparaison qu'elle avait cessé d'exister créativement. Quand nous avons exploré son enfance, nous avons découvert que sa mère la comparait constamment à sa sœur, plus douée. Cette blessure originelle s'était transformée en habitude compulsive de se mesurer aux autres. La persona versus le vrai self, selon Jung, distingue la persona, le masque social que nous portons, et le vrai self, notre essence authentique. Quand nous nous comparons compulsivement, nous comparons nos personas, pas nos vraies essences. C'est comme comparer des masques de théâtre en croyant comparer les acteurs. Ta comparaison compulsive n'est pas de la vanité. C'est une tentative désespérée de ton ego blessé de trouver sa place dans un monde qui t'a appris que tu ne valais que par rapport aux autres. La projection de l'ombre dans la comparaison. Quelque chose de fascinant se produit quand nous nous comparons. Nous projetons notre ombre, nos qualités niées sur les autres. Si tu envies constamment la confiance des autres, c'est peut-être parce que tu as refoulé ta propre confiance naturelle. Si tu admires leur succès avec amertume, c'est peut-être parce que tu as abandonné tes propres rêves par peur. Le piège de la supériorité compensatoire. Parfois, la comparaison prend la forme inverse. Au lieu de nous sentir inférieurs, nous développons un sentiment de supériorité pour protéger notre ego blessé. Je suis plus conscient que
je suis plus spirituel, Au moins, moi, je ne suis pas superficiel, comme eux. Cette supériorité spirituelle n'est qu'une autre forme de comparaison toxique. Elle nous sépare de la compassion et nous maintient dans l'illusion de la séparation. La transformation alchimique de la comparaison Jung nous enseigne l'alchimie psychologique, l'art de transformer le plomb de nos blessures en or de notre sagesse. Comment transformer la comparaison compulsive? Reconnaître le déclencheur. Chaque fois que tu te compares, demande-toi, quelle blessure d'enfance cette comparaison révèle-t-elle? Récupérer la projection. Au lieu de dire « elle a tellement de talent », dis « je reconnais le talent qui sommeille en moi à travers elle ». Honorer ton unicité, Jung disait « vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez ». Concentre-toi sur ton processus créatif unique plutôt que sur les résultats des autres. Le résultat de la transformation d'Elisa, après 6 mois de travail sur sa comparaison compulsive, Elisa a créé sa première exposition solo. Elle m'a dit « j'ai arrêté de regarder ce que faisaient les autres. J'ai commencé à écouter ce que mon âme voulait créer. Et là, la magie est revenue. » Quand tu arrêtes de te comparer, tu libères une énergie créatrice immense qui était bloquée dans la jalousie et l'autodépréciation. La transition vers la deuxième habitude. Mais la comparaison nous mène directement vers une autre habitude toxique, encore plus subtile et destructrice. Une habitude que beaucoup confondent avec l'excellence, mais qui est en réalité la peur déguisée en vertu, le perfectionnisme. Cette habitude que notre société glorifie, que nos familles encouragent, et qui nous tue lentement de l'intérieur. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Le perfectionnisme n'est pas un standard élevé. C'est un trauma déguisé en vertu. Jung est l'illusion de la perfection. Carl Jung avait une compréhension révolutionnaire du perfectionnisme. Il écrivait « La perfection appartient aux dieux, la complétude appartient aux humains. » Selon Jung, notre obsession de la perfection vient d'une blessure spirituelle profonde, le rejet de notre humanité imparfaite au profit d'un idéal impossible, l'origine traumatique du perfectionnisme. Dans une famille toxique, l'amour était conditionnel à la performance. Tu n'étais aimé que quand tu étais parfait, de bonnes notes, un comportement irréprochable, pas d'émotions dérangeantes. Ton système nerveux d'enfant a enregistré cette équation mortelle. Perfection, survie, amour. Mais cette équation est un mensonge qui continue de te hanter à l'âge adulte. L'histoire de Thomas, l'architecte paralysé Thomas, était un architecte de 35 ans qui n'avait pas terminé un seul projet personnel depuis 3 ans. Chaque fois qu'il commençait quelque chose, il s'arrêtait dès que ce n'était pas parfait. Il me disait « Si je ne peux pas le faire parfaitement, à quoi bon le faire ?» Quand nous avons exploré son enfance, Thomas se souvenait de son père qui critiquait chaque dessin qu'il faisait enfant. Ce n'est pas droit. Il manque quelque chose. Tu peux mieux faire. L'enfant en Thomas avait appris que s'exprimer imparfaitement était dangereux. Alors l'adulte avait arrêté de s'exprimer du tout. Le perfectionnisme comme mécanisme de défense, Jung, nous enseigne que le perfectionnisme est ce qu'il appelle un mécanisme de défense contre la honte. Inconsciemment, nous croyons que si nous sommes parfaits, personne ne pourra nous rejeter, nous critiquer ou nous abandonner. Nous essayons de contrôler l'incontrôlable
l'opinion des autres. Mais voici la vérité cruelle. Plus tu cherches la perfection, plus tu attires exactement ce que tu fuis. Les perfectionnistes sont souvent les plus critiqués, parce qu'ils projettent leur propre critique interne sur le monde. L'ombre du perfectionniste selon Jung. Dans la psychologie jungienne, notre ombre contient tout ce que nous refusons d'accepter en nous. Pour le perfectionniste, l'ombre contient le droit à l'erreur, l'acceptation de l'imperfection, la vulnérabilité authentique, la spontanéité créatrice. Plus nous refoulons ces aspects, plus ils deviennent puissants dans l'inconscient et sabotent notre vie. Le paradoxe créateur du perfectionnisme. Voici le paradoxe. Les plus grandes œuvres d'art, les plus belles relations, les plus profondes spiritualités naissent de l'imperfection assumée. Jung écrivait « Dans toute vraie beauté, il y a une petite imperfection qui la rend touchante. Tes imperfections ne sont pas des bugs à corriger. Ce sont des features qui te rendent humain et touchant et le perfectionnisme spirituel, le piège suprême. Attention à une forme particulièrement toxique, le perfectionnisme spirituel. Je dois méditer parfaitement. Je ne dois jamais être en colère. Je dois toujours être positif, Cette forme de perfectionnisme nie l'ombre spirituelle et crée ce que Jung appelait l'inflation de l'ego spirituel. Croire qu'on peut transcender sa nature humaine. La transformation alchimique du perfectionnisme. Comment transformer cette habitude toxique selon les principes jungiens? 1. Intégrer l'ombre de l'imperfection. Fais délibérément quelque chose d'imparfait chaque jour. Célèbre tes erreurs comme des enseignements. Partage tes échecs avec bienveillance. 2. Pratiquer la complétude plutôt que la perfection. Au lieu de « comment puis-je être parfait ?» demande-toi « comment puis-je être complet ?» Accepte tous les aspects de ton expérience. Joie, tristesse, succès, tes échecs. 3. Reconnecter avec l'enfant créateur. Retrouve le plaisir de créer sans but. Donne-toi le droit d'expérimenter sans résultat garanti. L'histoire de transformation de Thomas. Après 8 mois de travail, Thomas a créé son premier projet, délibérément imparfait. Une maison avec des angles légèrement asymétriques qui créent une beauté organique unique. Il me disait, j'ai découvert que la perfection était froide et morte. L'imperfection consciente est vivante et touchante. Mais quand nous commençons à accepter notre imperfection, quelque chose d'étrange se produit. Notre système inconscient panique et active une habitude encore plus destructrice. Une habitude si subtile que beaucoup ne la reconnaissent jamais. Et pourtant, c'est elle qui sabote secrètement tous nos progrès. L'auto-sabotage. Cette force mystérieuse qui te fait échouer juste avant le succès, qui te fait fuir les opportunités, qui te pousse à détruire ce que tu construis. Pendant des années, j'ai cru que l'auto-sabotage était de la faiblesse, de la procrastination ou un manque de volonté. Puis, j'ai découvert la vérité terrifiante selon Carl Jung. L'auto-sabotage comme loyauté inconsciente. Jung nous révèle que l'auto-sabotage n'est pas un défaut de caractère. C'est un mécanisme de loyauté inconsciente envers notre système familial toxique. Il écrivait « Ce que nous résistons à regarder chez nos parents, nous le perpétuons inconsciemment. » Ton auto-sabotage n'est pas de la paresse. C'est ton système nerveux qui essaie de te maintenir à un niveau de réussite compatible avec ta famille d'origine. Le concept de plafond de verre familial. Chaque famille a ce que j'appelle un plafond de verre invisible, un niveau de succès, de bonheur, d'épanouissement,
au-delà duquel il devient dangereux d'aller. Ce plafond n'est jamais dit explicitement. Il se transmet par des phrases comme « Ne te prends pas pour quelqu'un d'autre »,« L'argent ne fait pas le bonheur », dit avec amertume « Qui tu te crois pour réussir mieux que nous ?» L'histoire de Sophia, l'entrepreneuse saboteuse. Sophia était une coach de 28 ans qui sabotait systématiquement son business chaque fois qu'elle approchait les 10 000 € par mois. Elle me racontait « C'est comme si une force invisible me poussait à faire les pires choix au moment où tout va bien. En explorant sa lignée familiale, nous avons découvert que personne dans sa famille n'avait jamais gagné plus de 3 000 € par mois. Son inconscient considérait qu'aller au-delà, c'était trahir sa tribu. » La culpabilité du survivant spirituel Jung parlait de ce qu'on pourrait appeler la culpabilité du survivant spirituel. Cette culpabilité inconsciente de s'épanouir quand notre famille reste dans la souffrance. Notre psyché primitive croit que notre bonheur pourrait condamner ceux qu'on aime. Alors elle nous sabote pour nous sauver de l'isolement de la croissance. Ton auto-sabotage n'est pas ton ennemi. C'est ton système nerveux qui essaie de te protéger de la terreur de l'abandon. Les formes subtiles d'auto-sabotage spirituel. L'auto-sabotage prend des formes très subtiles chez les âmes éveillées. 1. L'auto-sabotage par humilité excessive. Je ne mérite pas le succès. Ce serait égoïste de briller. D'autres en ont plus besoin que moi. 2. L'auto-sabotage par perfectionnisme paralysant. Remettre à plus tard par manque de préparation. Refuser les opportunités par syndrome de l'imposteur. 3. L'auto-sabotage par martyre spirituel. S'épuiser à aider les autres pour éviter son propre succès. Attirer constamment des crises qui justifient de ne pas avancer. Le mécanisme neurobiologique de l'auto-sabotage. Jung, avant même les neurosciences modernes, avait compris que l'auto-sabotage était une réaction du système nerveux archaïque. Notre cerveau reptilien interprète le succès comme un danger potentiel. Si je réussis, je serai rejeté par ma tribu, donc je vais mourir. Cette peur primitive active des comportements d'autodestruction pour nous sauver du succès. L'ombre collective familiale. Dans chaque famille existe ce que Jung appelle une ombre collective. Les rêves non réalisés, les talents non exprimés, les potentiels non actualisés de toute la lignée. Quand tu commences à actualiser ton potentiel, tu réveilles cette ombre collective. Ta famille peut réagir par la jalousie, la critique ou le rejet inconscient. Ton auto-sabotage tente de te protéger de cette réaction. Il préfère te maintenir petit et sûr plutôt que grand et potentiellement rejeté. La peur de l'individuation selon Jung appelait individuation, le processus de devenir qui nous sommes vraiment, indépendamment des attentes familiales et sociales. Mais l'individuation implique une forme de mort symbolique, la mort de l'identité familiale pour naître à soi-même. Cette terreur de la mort psychologique active l'auto-sabotage, la transformation alchimique de l'auto-sabotage. 1. Reconnaître les patterns familiaux. Cartographie les plafonds de verre de ta lignée. Identifie les messages implicites sur le succès. Observe quand et comment tu te sabotes. 2. Dialoguer avec la part saboteuse. Au lieu de lutter contre elle, demande-lui « De quoi essaies-tu de me protéger ?» Remercie-la pour sa protection, puis négocie « Je comprends ta peur, mais maintenant je peux me protéger autrement. » 3. Créer une nouvelle définition du succès. Redéfinis le succès de manière compatible avec tes valeurs profondes. Trouve des modèles de réussite qui honorent tes valeurs spirituelles. La transformation
de Sophia. Après un an de travail, Sophia a dépassé son plafond de verre en redéfinissant sa réussite comme un service spirituel plutôt qu'un enrichissement personnel. Elle me disait « J'ai compris que mon succès n'était pas une trahison de ma famille, mais un cadeau que je pouvais leur faire en prouvant que c'était possible. » Mais même quand nous commençons à dépasser notre auto-sabotage, une habitude encore plus profonde nous attend. Une habitude si enracinée qu'elle touche à l'essence même de notre identité. La recherche compulsive de quelque chose que nous possédons déjà. La validation externe compulsive. Cette drogue invisible qui nous rend dépendants de l'approbation des autres pour nous sentir dignes d'exister. Tu sais cette sensation? Publier quelque chose sur les réseaux et vérifier compulsivement les likes. Dire oui à des choses que tu ne veux pas faire pour ne pas décevoir. Te sentir vidé quand quelqu'un ne répond pas à tes messages. Jung et la tyrannie de l'opinion collective. Carl Jung avait identifié cette habitude comme l'une des plus destructrices pour l'individuation. Il écrivait « Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Selon Jung, la recherche compulsive de validation externe nous maintient dans ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Nous restons esclaves de l'opinion du groupe au lieu de développer notre autorité intérieure. L'origine développementale de la dépendance à la validation. Cette habitude naît toujours dans l'enfance, dans une famille où l'amour était conditionnel à l'approbation. Enfant, tu as appris que tes émotions, tes opinions, tes désirs n'avaient de valeur que s'ils étaient approuvés par les adultes. Ton radar interne s'est éteint, remplacé par un radar externe, hyper vigilant. L'histoire de Marcus, le thérapeute en quête d'approbation. Marcus était un thérapeute de 33 ans, reconnu dans sa profession, mais rongé par une anxiété constante. Est-ce que mes clients m'apprécient vraiment? Est-ce que je suis assez bon? Il passait des heures à analyser chaque réaction de ses clients, cherchant des signes d'approbation ou de rejet. En explorant son enfance, Marcus se souvenait d'une mère émotionnellement instable, qui ne le valorisait que quand il la consolait ou la divertissait. L'enfant avait appris que sa valeur dépendait de sa capacité à réguler les émotions des autres. Le mécanisme pervers de la validation externe. Voici le piège mortel. Plus tu cherches la validation externe, moins tu en reçois. Pourquoi? Parce que la desperation se sent. Les gens sentent inconsciemment quand quelqu'un mendie leur approbation, et cela active leur propre malaise. Tu reçois la validation quand tu n'en as pas besoin, et tu ne la reçois pas quand tu la cherches désespérément. La validation externe comme abandon de soi Jung nous enseigne que chaque fois que nous cherchons la validation externe pour nos choix intérieurs, nous commettons ce qu'il appelait un suicide psychique. Nous tuons notre voix intérieure au profit de voix extérieures. Avec le temps, nous perdons complètement le contact avec nos propres désirs, nos propres valeurs, nos propres ressentis, les formes subtiles de la validation externe. La recherche de validation prend des formes très subtiles chez les personnes spirituellement éveillées. 1. La validation spirituelle. Est-ce que je suis assez évolué et est-ce que mes pratiques sont correctes? Comparer son niveau de conscience à celui des autres. 2. La validation par l'aide compulsive. Se sentir valuable uniquement quand on aide les autres. Épuisement par surdonation. 3. La validation par la différence. Regarde comme je suis unique, spécial, eux. Avoir besoin d'être reconnu comme éveillé et
le complexe du parent intérieur défaillant. Jung expliquait que quand nous n'avons pas développé de parent intérieur bienveillant dans l'enfance, nous passons notre vie adulte à chercher ce parent dans les autres. Nous demandons inconsciemment aux autres de nous donner l'approbation, l'encouragement, la reconnaissance que nos parents n'ont pas su nous offrir. Mais voici la vérité. Personne ne peut te donner ce que tes parents n'ont pas su te donner. Tu dois le développer en toi. La projection parent-enfant dans les relations adultes. Cette recherche de validation transforme souvent nos relations adultes en dynamique parent-enfant dysfonctionnelle. Nous projetons inconsciemment l'archétype du parent parfait sur nos partenaires, nos amis, nos mentors, attendant d'eux qu'ils nous sauvent de notre vide intérieur. La transformation alchimique de la validation externe. 1. Développer l'autorité intérieure. Avant de demander l'avis des autres, demande-toi, que dit ma voix intérieure? Pratique de prendre de petites décisions en te basant uniquement sur ton ressenti. Journal quotidien. Comment je me sens par rapport à... 2. Créer son conseil intérieur. Jung recommandait de développer ce qu'il appelait le conseil intérieur, un panel de voix sages en soi qui peuvent nous guider. Visualise des figures inspirantes, réelles ou archétypales, qui t'encouragent. Développe un dialogue avec ta sagesse intérieure. 3. Pratiquer l'auto-validation quotidienne. Chaque soir, reconnais 3 choses que tu as bien faites. Célèbre tes efforts, pas seulement tes résultats. Apprends à te dire « Je suis fier, R, de toi ». 4. Transformer la demande en partage. Au lieu de demander « Qu'est-ce que tu penses de mon projet ?» Validation. Dis « Je suis excité par mon projet. J'aimerais le partager avec toi. » Partage. L'histoire de transformation de Marcus. Après 10 mois de travail, Marcus a développé ce qu'il appelait son baromètre intérieur. Il me disait « Je n'ai plus besoin de chercher dans les yeux de mes clients si je suis un bon thérapeute. Je le sens dans mon corps, dans ma présence, dans la qualité de mon écoute. » Mais même quand nous commençons à développer notre autorité intérieure, il reste une habitude finale, la plus profonde, la plus terrifiante. Une habitude si ancrée qu'elle touche au cœur même de notre identité spirituelle. Le rejet de son propre pouvoir. La dernière et la plus destructrice des habitudes toxiques. Celle qui nous fait fuir notre grandeur, minimiser nos talents, nous cacher quand nous devrions briller. Celle qui nous fait dire « ce n'est rien » quand on complimente nos réussites. Jung et la terreur du pouvoir personnel. Carl Jung avait identifié ce phénomène comme l'une des plus grandes tragédies de l'âme humaine. Il écrivait « Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inadéquat. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute mesure. » Oui, tu as bien entendu. Nous n'avons pas peur de l'échec. Nous avons terreur du succès. Pas peur d'être rejeté. Terreur d'être admiré. L'origine traumatique de la phobie du pouvoir. Dans les familles toxiques, les enfants qui montrent des signes de pouvoir personnel, créativité exceptionnelle, leadership naturel, intelligence vive, sont souvent inconsciemment punis, pas toujours de manière ouverte, mais par des commentaires subtils. Ne te fais pas remarquer, qui tu te crois? L'orgueil précède la chute. Ou pire, le silence glacial quand tu réussis. L'histoire d'Amélie, l'artiste qui se cachait. Amélie était une musicienne d'un talent extraordinaire. À 8 ans, elle composait des mélodies qui faisaient pleurer les adultes. Mais chaque fois qu'elle jouait, sa mère commentait « C'est bien,
mais ne te prends pas pour Mozart. À 30 ans, Amélie jouait uniquement dans sa chambre, avec un casque pour que personne ne l'entende. Elle me disait « J'ai l'impression que si je montre vraiment ce dont je suis capable, quelque chose de terrible va arriver. » Le mécanisme de protection par l'effacement. Jung nous explique que quand un enfant sent que son pouvoir naturel menace l'équilibre familial, il développe ce qu'il appelait des stratégies d'effacement. L'enfant préfère se rendre invisible plutôt que de risquer le rejet ou l'abandon. Cette stratégie devient si profondément ancrée qu'elle continue à l'âge adulte, même quand elle n'est plus nécessaire. La culpabilité du dépassement. Il y a quelque chose de particulièrement douloureux chez les âmes sensibles, la culpabilité de dépasser leurs proches. Si je réussis, mes parents se sentiront-ils diminués? Si je brille, mes amis vont-ils me rejeter? Si j'exprime mon plein potentiel, vais-je rendre les autres jaloux? Cette culpabilité est un poison spirituel qui nous maintient dans la médiocrité par fausse compassion. Les formes subtiles de rejet du pouvoir. 1. Le syndrome de l'imposteur spirituel. Je ne mérite pas d'enseigner, guider, inspirer. D'autres sont plus qualifiés que moi. Qui suis-je pour avoir un impact? 2. La minimisation compulsive. Attribuer ses succès à la chance ou aux autres. Se décrire comme pas grand-chose. Refuser les compliments ou les opportunités. 3. L'auto-sabotage par humilité excessive. Confondre humilité avec autodépréciation. Croire que se valoriser est de l'orgueil. S'effacer systématiquement devant les autres. 4. La peur de l'influence. Refuser les rôles de leadership naturel. Éviter d'exprimer ses opinions. Se cacher derrière les autres. L'archétype du roi, reine déchu, selon Jung, parlait de l'archétype du roi déchu ou de la reine déchue. Ces âmes qui portent en elles une royauté spirituelle naturelle, mais qui ont appris à porter des haillons par peur de leur propre majesté. Ces âmes ont souvent une aura naturelle, une présence qui attire et inspire les autres. Mais elles ont appris à la cacher par terreur de l'envie ou du rejet. La peur collective du pouvoir féminin, masculin sacré. Notre société a une relation complexe avec le pouvoir authentique. Le vrai pouvoir, celui qui vient du cœur et de l'âme, fait peur parce qu'il révèle la médiocrité du faux pouvoir, celui de l'ego et de la domination. Quand tu commences à embrasser ton pouvoir spirituel authentique, tu défies inconsciemment ceux qui ont choisi le confort de l'impuissance. La différence entre pouvoir de l'ego et pouvoir de l'âme Jung distinguait clairement ces deux formes de pouvoir. Pouvoir de l'ego, contrôle sur les autres, besoin de domination, peur de la vulnérabilité, compétition constante. Pouvoir de l'âme, influence par l'être, pas le faire, service naturel aux autres, vulnérabilité comme force, collaboration et élévation collective. Ton pouvoir authentique ne diminue personne. Il inspire les autres à découvrir le leur. Le processus d'individuation et l'acceptation du pouvoir Jung nous enseignent que l'individuation, devenir qui nous sommes vraiment, implique nécessairement d'accepter notre pouvoir personnel, non pas pour dominer, mais pour servir, non pas pour écraser, mais pour élever. Il écrivait « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » La transformation alchimique du rejet du pouvoir. 1. Reclamer ton histoire de pouvoir. Identifie les moments où ton pouvoir enfant a été réprimé. Reconnecte avec tes talents naturels oubliés.
Pardonne à tes parents leur peur de ta grandeur. 2. Redéfinir le pouvoir spirituellement. Vois ton pouvoir comme un service, pas une domination. Comprends que diminuer ta lumière ne sert personne. Accepte que ton épanouissement inspire les autres. 3. Pratiquer l'expression graduée. Commence par exprimer ton pouvoir dans des espaces sûrs. Augmente graduellement ton niveau d'expression. Célèbre chaque acte de courage créateur. 4. Développer l'immunité à l'envie. Comprends que l'envie des autres n'est pas ton problème. Entoure-toi de personnes qui célèbrent ta grandeur. Apprends à briller sans permission. L'histoire de transformation d'Amélie. Après 2 ans de travail, Amélie a donné son premier concert public. 200 personnes, debout, en larmes. Elle me disait « J'ai compris que cacher mon don était un crime contre la beauté. Mon talent ne m'appartient pas. Il appartient au monde et je n'ai pas le droit de le voler. » Maintenant que nous avons exposé ces 5 habitudes toxiques, tu vois peut-être clairement les patterns qui ont gouverné ta vie. Mais la vraie magie commence maintenant. Car ces blessures que tu portes, ces habitudes que tu as développées, elles ne sont pas des accidents. Elles contiennent ta mission spirituelle la plus profonde. Nous voici au seuil de la transformation la plus profonde. L'alchimie spirituelle selon Carl Jung, l'art de transformer le plomb de nos blessures en or de notre sagesse. Jung avait découvert quelque chose de révolutionnaire. Nos plus grandes blessures contiennent nos plus grands dons. Nos habitudes les plus toxiques cachent nos pouvoirs les plus précieux. L'alchimie psychologique selon Jung pour Jung. L'alchimie n'était pas seulement une pratique médiévale de transformation des métaux. C'était une métaphore profonde de la transformation de l'âme humaine. Il écrivait « L'alchimiste véritable ne cherche pas à transformer le plomb en or. Il cherche à transformer l'inconscient en conscience. » Le processus de transformation des 5 habitudes. Transformation 1. De la comparaison à la célébration. La comparaison compulsive, une fois alchimisée, devient ta capacité à voir et célébrer le divin dans les autres. Pratique alchimique. Chaque fois que tu sens la jalousie monter, demande-toi « Quelle qualité divine est-ce que je reconnais chez cette personne ?» Transforme « Je voudrais être comme elle » en « Je célèbre cette qualité qui existe aussi en moi ». Pratique quotidienne. Trouve une personne différente chaque jour à célébrer authentiquement. Le cadeau caché, ta sensibilité à la beauté chez les autres, devient une capacité exceptionnelle à voir et révéler le potentiel divin en chacun. Transformation. 2. Du perfectionnisme à la maîtrise consciente. Le perfectionnisme paralysant devient une maîtrise consciente, l'art de créer avec excellence et flow. Pratique alchimique, adopte la règle du 80% parfait, 100% présent. Pour chaque projet, définis clairement assez bon pour servir. Pratique la beauté imparfaite consciente. Crée délibérément quelque chose de beau, ET imparfait, le cadeau caché. Ton attention aux détails devient une capacité à créer des œuvres d'une beauté saisissante, teintée d'humanité touchante. Transformation. 3. De l'auto-sabotage à la protection consciente. L'auto-sabotage devient ton système d'alerte spirituelle, une sensibilité exceptionnelle aux situations qui ne te servent pas. Pratique alchimique. Quand tu sens l'envie de saboter, pose et demande « De quoi mon système me protège-t-il » Honore la sagesse de cette protection, puis choisis consciemment. Développe un protocole de négociation avec ta part saboteuse. Le cadeau caché.
ta sensibilité au danger devient une intuition spirituelle extraordinaire qui te guide vers tes alignements les plus profonds. Transformation, 4, de la validation externe à l'autorité intérieure. La recherche de validation devient une capacité exceptionnelle à créer des connexions authentiques et profondes. Pratique alchimique. Développe un conseil intérieur de 5 voix sages, réelles ou archétypales. Avant toute décision importante, consulte ce conseil, pratique quotidienne. Prends 3 décisions uniquement basées sur ton ressenti. Le cadeau caché. Ta sensibilité à l'approbation des autres devient une capacité exceptionnelle à créer des espaces où les autres se sentent vus et validés. Transformation, 5, du rejet du pouvoir à la souveraineté spirituelle. La peur de ton pouvoir devient ta capacité à exercer une influence spirituelle profonde et bienveillante. Pratique alchimique. Chaque jour, pose un acte de micro-leadership conscient. Pratique l'expression graduée de tes dons. Développe un mantra de mission. Mon pouvoir sert l'élévation collective. Le cadeau caché. Ta peur de l'influence devient une capacité à inspirer et élever les autres par ta simple présence. L'intégration alchimique globale Jung nous enseigne que la vraie transformation ne se fait pas par segments, mais par intégration holistique. Le rituel de renaissance. Quotidien, matin, l'éveil du roi, de la reine intérieure. Je reconnais ma royauté spirituelle. Mes blessures sont mes qualifications. Mon pouvoir sert l'amour. Midi, la validation du conseil intérieur. Pause et consultation de ta sagesse intérieure. Que dit mon âme de cette situation? Soir, l'alchimie de la gratitude. Remercie tes blessures pour leurs enseignements. Célèbre tes transformations. Même les plus petites, je transforme tout en or spirituel. L'histoire de Sarah, 6 mois après. Te souviens-tu de Sarah, celle qui m'avait écrit au début? 6 mois après avoir appliqué ces transformations alchimiques, elle m'a envoyé ceci. Je ne me reconnais plus. Là où je voyais des défauts, je vois maintenant des dons. Là où je me sentais différente et rejetée, je vois maintenant ma mission unique. Ma famille n'a pas changé, mais moi, je me suis transformé en or. Transition vers l'empowerment final. Mais cette transformation personnelle n'est que le début, ton mystérieux et puissant. Car quand tu embrasses pleinement cette alchimie spirituelle, tu ne deviens pas seulement une version améliorée de toi-même. Tu deviens qui tu as toujours été destiné à être. Imagine-toi dans 6 mois. Tu te lèves le matin et pour la première fois depuis des années, tu n'as pas besoin de vérifier tes notifications pour savoir comment tu te sens. Tu regardes dans le miroir et tu vois non pas tes défauts, mais tes qualifications spirituelles. Tu sens non pas la honte de ta différence, mais la fierté de ta mission. L'identité du moi souverain selon Yang Jung appelait cet état l'individuation complète. Le moment où nous cessons d'être des copies imparfaites des attentes d'autrui pour devenir des originaux parfaits de qui nous sommes vraiment. Il écrivait « Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui vous êtes vraiment. » Les caractéristiques du moi souverain transformé. 1. L'immunité spirituelle. Tu n'as plus peur du jugement des autres. Leurs opinions ne définissent plus ta valeur. Tu peux écouter les critiques sans être détruit. Tu peux recevoir les compliments sans être gonflé, d'orgueil. 2. L'autorité intérieure. Tu prends tes décisions depuis ton centre, pas depuis ta peur. Tu fais confiance à ton intuition, même quand elle défie la logique. Tu n'as plus besoin de permission pour être toi-même.
Tu deviens ta propre validation. 3. La puissance créatrice. Libéré. Tes créations jaillissent de ton authenticité, pas de ton besoin d'impressionner. Tu crées pour le plaisir de créer, pour servir, pour honorer la beauté. Tu n'as plus peur de l'imperfection. Tu l'utilises comme matériau d'art. 4. L'influence naturelle. Les gens sont attirés par ta présence sans que tu aies à faire d'efforts. Tu inspires par ce que tu es, pas par ce que tu fais. Ton simple épanouissement donne la permission aux autres de s'épanouir. L'histoire de transformation complète. Maya, 2 ans après Maya, cette éponge émotionnelle dont je t'ai parlé au début, m'a récemment envoyé ce message. Ma sensibilité, que je voyais comme une malédiction, est devenue ma plus grande force. Je suis maintenant thérapeute énergétique. Les gens viennent me voir parce qu'ils sentent que je comprends vraiment leur douleur. Ce que ma famille appelait trop sensible, mes clients appellent un don divin. Maya a découvert quelque chose de révolutionnaire. Nos plus grandes blessures deviennent nos plus grandes qualifications pour servir les autres. Ton impact spirituel unique. Quand tu embrasses ta souveraineté spirituelle, tu cesses d'être un consommateur, trice spirituel, le, pour devenir un contributeur, trice spirituel, le. Tu deviens un phare pour d'autres âmes en éveil. Un exemple vivant que la transformation est possible. Un espace sûr où les autres peuvent se révéler. Un catalyseur de guérison collective. La liberté de la différence. Assumer. Le plus beau cadeau de cette transformation, tu n'as plus peur d'être différent. Au contraire, tu célèbres ta différence comme ta contribution unique au monde. Jung disait « Ce qui vous rend différent vous rend fort ». Ta bizarrerie devient ton charisme, ta sensibilité devient ta superpower, tes blessures deviennent tes qualifications, ton pouvoir devient ton service. L'aimantation de ta tribu spirituelle. Une chose magique se produit quand tu acceptes pleinement qui tu es. Tu attires naturellement les âmes qui résonnent avec ta fréquence. Fini le temps où tu te sentais seul et incompris. Ton authenticité devient un aimant à âme sœur. Les signes de ta transformation. Complète. Tu sauras que tu as intégré cette souveraineté spirituelle quand tu peux être seul, sans te sentir solitaire. Tu peux être en groupe, sans perdre ton identité. Tu peux écouter les critiques sans t'effondrer. Tu peux recevoir les compliments sans minimiser. Tu peux échouer sans te définir par l'échec. Tu peux réussir sans culpabiliser. L'histoire d'Élise, l'enseignante transformée. Élise était enseignante et se sentait étouffée par le système éducatif traditionnel. Ses méthodes trop créatives étaient critiquées par ses collègues. Après sa transformation, elle a créé sa propre école alternative. Elle me disait « J'ai arrêté d'essayer de rentrer dans leur moule. J'ai créé mon propre moule et maintenant d'autres enseignants viennent apprendre mes méthodes. » Mais le plus beau dans cette transformation, c'est que tu ne la vis pas seule. Tu rejoins une famille invisible, d'âmes éveillées, dispersées sur la planète, mais unies par cette même quête d'authenticité. Tu sais ce qui se passe quand tu commences vraiment à t'éveiller à qui tu es. Tu réalises que tu n'as jamais été seul. Partout sur cette planète, il y a des âmes comme toi. Des âmes qui ont senti qu'elles ne rentraient pas dans le moule familial. Des âmes qui ont choisi la croissance plutôt que le confort. Des âmes qui transforment leurs blessures en sagesse. L'inconscient collectif des éveillés, selon Jung, parlait de l'inconscient collectif
cette connexion invisible entre toutes les âmes humaines. Mais il y a aussi ce que j'appelle l'inconscient collectif des éveillés, cette résonance particulière entre les âmes en chemin d'individuation. Quand tu rencontres une autre âme éveillée, tu le sens immédiatement. Cette reconnaissance profonde, tu comprends, tu as fait le travail. Tu es de ma famille spirituelle. Les signes de reconnaissance de ta tribu spirituelle. Comment reconnaître les membres de ta vraie famille spirituelle? Ils célèbrent ta croissance au lieu de l'envier. Ils voient tes blessures comme des qualifications, pas des défauts. Ils t'encouragent à briller plutôt qu'à te diminuer. Ils parlent de transformation, pas seulement de confort. Ils honorent ta sensibilité comme un don. L'histoire de la communauté créée par Thomas. Te rappelles-tu Thomas, l'architecte paralysé par le perfectionnisme? Après sa transformation, il a créé un collectif d'artistes délibérément imparfaits. Ils se réunissent chaque mois pour créer ensemble, sans jugement, en célébrant la beauté de l'imperfection consciente. Thomas me disait, « Pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé des gens avec qui je peux être authentiquement créatif. Nous nous nourrissons mutuellement au lieu de nous comparer. » La responsabilité spirituelle de l'éveillé Jung nous enseigne que quand nous nous éveillons, nous avons une responsabilité, éclairer le chemin pour ceux qui suivent. Non pas en prêchant, mais en étant l'exemple vivant que la transformation est possible. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que l'approbation, tu donnes la permission à quelqu'un d'autre de faire de même. Chaque fois que tu transformes une blessure en sagesse, tu montres à quelqu'un d'autre que c'est possible. Devenir un phare spirituel, tu n'as pas besoin d'un grand plateforme ou d'une reconnaissance publique pour impacter le monde. Parfois, l'impact le plus profond se fait dans l'invisible. Les moyens d'impact invisible, rester centré. Quand les autres paniquent, choisir la compassion quand les autres jugent. Oser être vulnérable quand les autres portent des masques. Célébrer les succès des autres quand les autres envient. Parler de croissance quand les autres se plaignent. L'effet d'ondulation de ta transformation. Jung disait, « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Mais l'inverse est aussi vrai. Tout ce qui nous guérit en nous peut contribuer à guérir les autres. Ta guérison familiale ne guérit pas seulement ta lignée. Elle contribue à la guérison collective de l'humanité. L'invitation à la mission collective. Nous vivons une époque où de plus en plus d'âmes s'éveillent. De plus en plus de personnes questionnent les systèmes toxiques, cherchent l'authenticité, refusent de vivre dans le mensonge. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo. Ce n'est pas un hasard si ces mots résonnent en toi. Tu fais partie de cette vague d'éveil qui transforme la planète. Comment contribuer à cette mission collective? 1. Commencer par soi. La révolution commence dans ton propre cœur. Chaque habitude toxique que tu transformes allège le fardeau collectif. 2. Créer des espaces sûrs. Offre aux autres ce que tu aurais aimé recevoir. Deviens l'ami, le parent, le mentor que tu aurais voulu avoir. 3. Partager ton histoire. Ton témoignage de transformation donne espoir aux autres. Tes blessures guéries deviennent des phares d'espoir. L'appel final à l'engagement. Si cette vidéo a résonné en toi, si tu te reconnais dans ces histoires, si tu sens l'appel à transformer tes 5 habitudes toxiques, alors tu n'es pas ici par hasard. Je t'invite à 1. Partager ton pattern dominant en commentaire. Laquelle de ces 5 habitudes
résonne le plus avec ton parcours. Partager ton histoire inspire les autres âmes en éveil. 2. Écrire ton engagement. Écris « Je choisis ma transformation » si tu es prêt, à faire ce travail. Cet engagement public active ta détermination spirituelle. 3. Rejoindre notre communauté d'éveil. S'abonner à cette chaîne, c'est rejoindre une famille spirituelle. Activez les notifications pour ne rater aucun enseignement. Le message final de Jung pour ta transformation. Carl Jung, dans ses derniers écrits, avait laissé un message prophétique pour les âmes comme nous. L'avenir de l'humanité dépend des individus qui auront le courage de devenir qui ils sont vraiment, malgré l'incompréhension de leur époque. Tu es l'un de ces individus. Tes blessures ne sont pas des accidents. Ce sont tes qualifications. La différence n'est pas un défaut. C'est ta mission. Ton éveil n'est pas personnel. C'est ta contribution à l'éveil collectif. L'affirmation finale. Répète avec moi, avec conviction. Je ne suis pas brisé, je suis en éveil. Je ne suis pas trop sensible, je suis spirituellement doué, Je ne suis pas le problème, je suis la solution. Mes blessures sont mes qualifications. Ma différence est ma mission. Mon pouvoir sert l'amour. Je choisis ma souveraineté spirituelle. Je mérite ma transformation. Je suis prêt à devenir qui je suis vraiment.